Soyez les bienvenus à cette soirée qui concerne, où on va discuter de la science, des scientifiques et de leurs conditions de vie et de travail dans différents pays européens. Et non seulement européens, nous avons ici deux chercheurs d'origine tchèque, mais qui travaillent un tout petit peu dans d'autres pays aussi, M. Kozelka, M. Ronali, et qui vont vous parler donc de leur propre expérience de chercheurs et de scientifiques. Je dois excuser un troisième chercheur qui n'est pas venu, et je suis persuadé que nos deux amis vont brillamment remplacer son absence, et donc je leur donne la parole. Après leur intervention, vous pouvez évidemment poser des questions, et après les questions, si questions il y aura, il y aura un peu de bière tchèque pour scientifiquement fêter cette soirée. Bon, merci, et je vous demande aussi d'utiliser le micro. C'est pour la caméra. Ah, c'est pour la caméra? C'est pour la caméra. D'accord? Voilà. Donc, on peut le tenir dans la main? Oui, parce que quand je parle, j'aime bien me balader. Oui, tu peux. Il n'y a pas de problème. Il faut allumer ou c'est allumé? Non, c'est allumé. C'est allumé, c'est bon, ça va comme ouais, ça. on entend très bien. Voilà. Bon, merci beaucoup, Michael. Je me permets donc de commencer puisque, bon, j'ai le droit comme le plus ancien. La science en Europe. Quand j'ai accepté cette invitation, forcément je me demandais quel message je devrais passer au public. Pour moi-même, si j'étais parmi vous, qu'est-ce que je voudrais savoir dans scientifique? Je pense que je voudrais savoir, puisque, bon, comme quelqu'un qui contribue à la science parce qu'il paye les impôts, et la science est financée par les impôts des contribuables, je voudrais savoir comment cet argent est utilisé. On s'aspirait à une analyse exhaustive, à des conclusions générales. Je me suis décidé de vous raconter 3 histoires brèves. Chaque de ces histoires parle d'un projet subventionné. Chaque projet est subventionné différemment. Ces 3 projets, chacun ont un point commun. Ils ont duré chacun 3 ans. Je pense que je vous laisse conclure, en fait, vous-même. Devinez ce que je voulais dire. Donc, le premier projet dont je voudrais vous parler, c'est un projet qui a débuté déjà il y a 15 ans, en 2000. C'était mon premier projet pour lequel j'étais obligé de trouver le financement moi-même. Jusqu'alors, je travaillais avec un professeur de l'Université de Paris 5 qui aimait beaucoup écrire des projets et des demandes de subventions. Ce que j'utilisais avec plaisir, parce que moi-même, au contraire, j'étais l'homme de la paillasse et de l'ordinateur qui préférait analyser les résultats des étudiants ou faire des propres expériences et écrire des publications. Donc cette division de travail me convenait, mais à un moment donné, j'étais obligé de j'étais devenu tout bref indépendant, donc j'étais obligé aussi de chercher des subventions. Alors j'ai répondu à un appel d'offres d'une fondation britannique avec son siège en Écosse qui s'appelle Association for International Cancer Research et qui proposait des subventions pour des recherches liées à la recherche contre le cancer. Et j'ai réussi dans le premier coup, j'étais très content de moi.
C'était une subvention qu'on pourrait classifier plutôt modérée. À l'époque, c'était 750 000 francs. Quand même, ça me permettait d'embaucher un étudiant, de le laisser travailler sur mon projet, d'acheter certains ustensiles. Bien, donc avec ce succès, je me sentais vraiment très fort et très bien. Là, il fallait seulement arranger certaines choses administratives pour la gestion. Quand vous recevez de l'argent de n'importe quelle fondation, il faut que le financement de votre propre travail se déroule par l'intermédiaire de votre institution. Donc dans mon cas, j'étais affilié à la fois à l'Université Paris-Descartes et au CNRS. Et puisque je suis employé du CNRS, je me disais plus logiquement, je vais demander donc au CNRS de gérer cette subvention. Je suis allé voir donc, la déléguée régionale de Paria, de laquelle on dépendait. Je pense que je devrais plutôt ne pas dire le nom, parce que puisque c'est enregistré, j'aurais presque envie. Bon. Donc, Madame la déléguée, a dit que ça s'en occuperait, et moi-même, soulagé, pensant que mon travail finissait là, pour l'instant, je suis parti en vacances. C'était une très mauvaise décision, comme j'ai appris après, parce qu'il fallait, il y avait à peu près 6 semaines pour signer le contrat, il fallait préparer les formulaires, informer certaines institutions, etc. Mais je me disais, bon, les gens de la délégation régionale du CNRS sont quand même payés pour cela, donc c'est maintenant leur travail, voilà, et je suis parti en vacances. J'ai tout de même téléphoné à Madame la directrice, donc périodiquement, et c'était vraiment des conversations de plus en plus effrayantes. Donc, dans la première conversation, j'ai appris que la première chose que Madame a faite, c'était d'envoyer à cette fondation écossaise la demande qu'il nous envoie le contrat en français. Bon, puisque, en France, on signe des contrats en français, ça lui paraissait normal. Bon, moi j'étais effrayé quand elle m'a dit ça, et je lui ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Et comment ils ont réagi? Bon, ils ont refusé, bien sûr. Et pourquoi vous l'avez fait? Vous avez pu penser vous-même qu'il refuserait, n'est-ce pas? C'est notre procédé normal, et c'est prescrit par les règles. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est bloqué? Non, en fait, vous savez, quand vous avez le refus de votre partenaire, on passe au paragraphe suivant qui dit qu'au cas où le partenaire international refuse, on peut traduire nous-mêmes. Donc il suivait donc une grotesque que je devrais raccourcir parce que sinon ça serait trop long, mais ce serait vraiment une partie humoristique parce qu'ils ont commencé par un traducteur de Google. Vous pouvez vous imaginer ce que ça donnait. Après il fallait à la fin c'était quand même quelqu'un, en fait une personne du droit qui a traduit. Et donc on est passé au paragraphe suivant qui permettait de traiter même en fait une subvention généreusement proposée en fait à la France, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte, c'était quand même une fondation écossaise qui a voulu nous soutenir avec presque 1 million de francs. Bon, donc on est passé au paragraphe suivant. La deuxième chose, donc, la deuxième lettre que Madame a donc envoyé à cet organisme, c'était pour leur signaler que leur façon de financer ne convenait pas au CNRS, parce que cette fondation écossaise, elle fonctionne par remboursement des frais sur facture. Donc on achète, on paye et on présente la facture, on est remboursé. Bon, au CNRS, ça ne convenait pas, donc le CNRS a demandé
donc à cette organisation de payer par une avance. Bon, ils ont refusé de nouveau, c'est normal, donc on pouvait passer au paragraphe suivant qui disait si le donateur refuse de faire une avance, on peut travailler mais quand même avec des remboursements. Le temps passait et donc après quelques semaines, j'ai trouvé madame la directrice très excitée parce qu'elle m'a dit Monsieur Kouzelka, je ne sais pas, maintenant on est vraiment bloqué parce que nous avons signalé donc, à cette fondation écossaise que puisqu'il y a un financement d'un étudiant, donc il perçoit en fait un salaire. Donc pour un salaire, il faut payer bien sûr les taxes. Donc nous leur avons envoyé une facture pour 150 000 francs et ils ne veulent pas la payer. Donc c'est étonnant vraiment que cette organisation ne voulait pas s'acheter le droit de subventionner une recherche en France par en fait un autre paiement au compte du trésor public. Mais là, on était vraiment bloqué. Et c'était à peine 2 semaines de la date de signature et je me trouvais sur une autoroute en Autriche quand j'ai appris ça sur mon mobile. Donc là, c'était vraiment sérieux. Je ne pouvais faire autre chose qu'appeler mon ancien chef. Donc j'étais content de me débarrasser pour être franc. Mais maintenant, je n'avais plus tellement de bons rapports avec lui. Mais là, je me sentais trop faible pour faire face à cette situation. Bon. Donc je l'ai appelé à partir de cette autoroute. Heureusement, il était là. Bon, il a réagi d'une façon très amicale. Moi, je pense qu'il était un peu flatté aussi que je lui demandais ce service, mais je lui ai dit, mais Jean-Claude, excuse-moi, je ne sais vraiment pas quoi faire. Et lui, il a dit, moi, écoute, bon, je vais faire un essai, je vais demander au président de l'université si on ne pouvait pas dérouler cette subvention par l'université. Alors, il a donc contacté l'ancien président de l'université, je peux le nommer, c'était le professeur Domar, malheureusement, feu le professeur Domar. Bon, contrairement à madame la directrice, son raisonnement était normal, donc il a trouvé que c'était complètement... Bon, il a trouvé des mots pas trop flatteurs pour la délégation régionale du CNRS. Il a dit, bon, quelle connerie, quand on finance en fait la vie dans le programme, c'est une bourse, et la bourse n'est pas du tout soumise à des taxes. Donc, normalement, oui, bien sûr, on peut le dérouler, on peut gérer cette subvention par l'université. Donc j'étais soulagé, mais parce que le temps, je voyais que le temps ne suffirait plus, je lui appelais encore, cette fois-ci la directrice de la fondation en Écosse, qui était vraiment furieuse quand elle a pris le téléphone, puis j'ai dû m'excuser 1000 fois et lui expliquer que j'étais le pauvre chercheur qui n'avait rien à faire avec ces bureaucrates qui... Je m'excusais pour toutes les lettres, en fait, pour toutes les insultes qu'ils ont obtenues du CNRS. Et je lui ai demandé donc un report de la date. Elle voulait me donner d'abord 1 semaine, mais je voyais 1 semaine ne suffirait pas. Alors je pense... Oui, quand vous êtes dans une situation vraiment désespérée, où vous mobilisez toutes les forces, je ne sais pas d'où j'ai pris cette rhétorique avec laquelle j'ai vraiment convaincu la présidente de cette organisation de me donner 2 semaines supplémentaires. J'étais soulagé, je pouvais finir mes vacances, je suis donc arrivé à Paris, je pensais trouver le contrat signé. Mais bon, malheureusement, même le président de l'université devait passer par un avocat de l'université qui devait regarder le contrat. Et donc, quand je suis arrivé, j'ai trouvé le contrat avec les annotations de l'avocat. Il y avait 14 annotations rouges avec des points d'exclamation. Bon, encore une fois, j'étais au bout de mes nerfs parce que je voyais, bon,
cette personne, elle avait en fait la façon de penser, d'argumenter quasiment comme les gens du CNRS. Donc il y avait vraiment 14 points que je ne voyais pas comment je pouvais les franchir. Il y avait des criticismes sur les termes du contrat. Elle trouvait que en fait, l'organisation écossaise allait nous exploiter, et qu'il y avait des clauses qui disaient que s'il y a une invention une découverte qui pourrait être exploitée par un brevet, par exemple, on partageait les royalties 50-50. Bon, il y avait d'autres choses. En bref, j'ai dû voir encore une fois mon professeur qui était là derrière une pile d'affaires qu'il devait régler. Il a regardé ma liste avec des remarques de l'avocat. Et là, j'avoue que c'était... Bon, j'étais témoin d'une réaction vraiment formidable de ce collègue qui ne m'aimait plus tellement à ce moment-là, mais il a vu ma situation, il a regardé les 14 points, il a eu 2 minutes peut-être. Il a pris le téléphone, il a appelé l'avocat. C'était une dame en fait, universitaire. Bon, il a dit bonjour madame, je vous parle de cette affaire. Je voudrais bien vous expliquer quelques détails sur ce contrat. Et elle a commencé à commenter un par un ces points, en lui expliquant qu'en fait, une découverte, il n'y avait pas de question dans ce projet-là d'obtenir quelque chose d'exploitable. Donc en fait, ce point-là, il ne valait pas demander en fait, un changement de contrat complet à cause de ça. Après, le deuxième point, vous savez, bon, c'est un peu une formulation anglo-saxonne, il faut le comprendre de cette façon. Le troisième point, là je voyais le D'Artagnan contre 14 escrimeurs du cardinal Richelieu, comme il élimine un par un. Donc c'était vraiment un concert de rhétorique française que j'ai entendu de mon professeur vis-à-vis de cette avocate. Bon, après les 14 points, il y avait quelques secondes de silence, et après j'ai entendu dire la dame, monsieur le professeur, monsieur Kouzelka, oui, il pourrait venir chercher son contrat signé demain. Donc voilà, mon projet a quand même eu lieu. Je pense un bon nombre de mes cheveux gris sont dus à ce contrat. Et vous pouvez vous imaginer la quantité du travail inutile qui était nécessaire pour faire dérouler ce projet. Bon, les autres qui suivent sont moins longs. Le deuxième projet dont je voudrais vous raconter brièvement, c'était un projet européen que j'ai obtenu en 2010. Après avoir en fait, été engagé comme professeur externe à temps partiel à l'université de Brno, et j'ai commencé à faire des allers-retours Paris-Brno. En fait, mon engagement principal était de réorganiser l'enseignement de biophysique à l'université Masaryk de Brno. Et pour cette réorganisation, innovation, j'ai obtenu une subvention aussi pour 3 ans de l'Union européenne dans le cadre d'une action qui s'appelle Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Donc, formation dans l'intérêt de la compétitivité. Donc, c'est une grande action qui avait beaucoup de niveaux en République tchèque. Je pense que c'est encore en cours. Et donc, ce qui est intéressant sur cette subvention, c'est la chose suivante. Bon, quand un citoyen lit dans les journaux, bon, il y a cette action, cette subvention européenne qu'il cofinance, bien sûr, par les emplois. Il se demande, bon, est-ce que cet argent est bien utilisé?
Bon, il va lire que pour cette subvention, l'Union européenne a donc utilisé, dans ce cas-là, environ 10 millions de courants tchèques. Et il pense que donc 10 millions de courants tchèques sont envoyés aux professeurs, aux écoles, l'achat des ustensiles pédagogiques, etc. Je voudrais bien vous montrer qu'il y a bien autre chose derrière que les activités pour lesquelles nous avons été financés. Malheureusement, ne comprennent pas du tout seulement l'enseignement, en fait le projet même. Il y a un grand nombre d'agents administratifs, des économes, des employés de finances, de gestion des droits, qui sont occupés cette fois-ci surtout par le contrôle du déroulement de ce projet. Donc pendant ces 3 ans, j'étais obligé de formuler, pas seulement moi, tout le team en fait, des collègues, nous étions obligés d'envoyer au ministère à Prague, qui après l'a fait suivre à Bruxelles, bien sûr, des paquets comme ça, de papier, 8 fois. Donc 8 rapports pendant 3 ans. La bonne partie de ces paquets, pourquoi si épais? Parce que pour chaque personne impliquée dans ce projet, il fallait écrire en fait pour chaque mois les détails de son activité. Je vais vous montrer tout de suite comment ça se fait. Là, je vous montre, monsieur, faites attention, je vous montre une invention majeure de l'Union européenne. Voilà. Voilà le timesheet. Ce n'était pas la version que je voulais vous lire. C'est celle-là. En fait, je m'en fais. Voilà. Le timesheet. Donc, le timesheet comprend une ligne par jour pour chaque mois. Donc, c'est les dates que vous voyez dans la colonne gauche. Après, le nombre d'heures passées avec une activité et caractérisation de cette activité sur une ligne. Donc, vous voyez l'activité variée d'un professeur, parce que bon, il faut que je dise que moi-même, j'étais obligé de remplir 2 formulaires comme ça, puisque j'avais 2 fonctions dans ce projet. Une en tant que professeur, voilà, professeur, et une autre que vous verrez tout de suite, qui est là, c'est la fonction de manager. Donc pour chaque fonction, il fallait le tenir à part, bien sûr, ne pas mélanger. Et donc, il fallait écrire pour chaque date ce que je faisais. Bon, bien sûr que ça ne correspondait pas à l'activité actuelle, effective. Bon, vous pouvez vous imaginer que, par exemple, studium zaslaných abstraktů na konferenci v Nových Hradech, ça m'a pris à peu près 1 heure, non pas 5. Et surtout analyse zápisu na kurzy tel et tel, donc c'est l'analyse des inscriptions pour des cours du catalogue de l'université Masaryk. Bon, là j'ai utilisé cette activité pour expliquer ce que j'ai fait pendant 8 heures. Bon, en vérité, cette activité a pris 10 minutes, bien sûr. Mais ce n'est pas grave, puisque vous pouvez vous imaginer avec cette quantité que personne, nulle part, a le temps et même l'intention de lire ce qui est, en fait, réfléchir sur le sens des mots. Ce qu'on contrôle quand même, c'est
très attentivement si le nombre d'heures en fait total est correct, parce que ça figure sur la fiche de paie. Plus, bon, il y a certaines règles. Donc là, c'est vraiment limite que 3 jours ensuite, j'affiche la même activité. Bon, ici, c'était une conférence, donc on pouvait quand même argumenter qu'à la conférence, on s'occupe de la conférence. Donc ça allait. Par contre, quand j'ai écrit un jeu, en fait, dans un autre timesheet, que je faisais la recherche bibliographique pendant 3 jours ensuite, la dame du bureau de, comment ça s'appelle, de monitoring, m'a gentiment laissé savoir que M. Kozelka c'est un peu trop écrivait de choses, ça ne serait pas bien vu. Donc là, il faut que je vous dise qu'il y a plusieurs couches de contrôle qui, donc c'est un peu en fait incorrect de dire que personne ne lit ce timesheet. Il y a quand même plusieurs phases de contrôle qui vérifient que à la tête, au ministère pragois, il n'y a pas de problème. Donc la première vérification se fait dans un bureau à l'université Masaryk même. L'université Masaryk a embauché tout un groupe d'économes, employés administratifs, avocats, qui sont là pour vérifier les rapports, pour s'occuper du déroulement de ces projets européens dans ce cadre vzdělávání pro konkurenceschopnost. Donc il y a vraiment tout un nombre de personnes qui ne font que ça. Et là, bon, ils sont là en fait pour nous protéger. Parce que si ça passe à la couche suivante, ce n'est encore pas la pire, disons, ce sont les administrateurs frontaliers, disons à Prague, qui sont déjà plus stricts. Donc si le premier filtre laisse passer certaines choses, ça arrive donc à Prague, à cette deuxième couche, là on a déjà des mails qui sont plus aigres, moins agréables, et qui disent, bon écoutez, vous faites ça et ça, sinon ça ne va pas rigoler. Et donc là, à Prague, je n'ai aucune idée combien de personnes s'occupent du déroulement de ces projets, mais il y en a beaucoup. Donc là, juste quelques détails, on est déjà en train de regarder ça. Donc par exemple, cette dame du bureau à l'université Masaryk, dans ce timesheet concret, on va faire savoir que, vous savez, organizace odjezdu z konferenčního centra Nové Hrady, l'organisation du départ de la conférence telle et telle, c'est un peu limite, vous savez, peut-être vous devriez spécifier un petit peu. Donc il y avait un retour, elle m'a renvoyé ça, à la suite j'ai donc corrigé, regardez ce que j'ai écrit, c'est quand même bien, n'est-ce pas? Zhodnocení průběhu konference Nové Hrady a uspořádání dokladů potřebných vyúčtování konference. Donc ça a l'air plus sérieux. Mais tu as oublié qu'il y a encore ceux qui ont inventé les formulaires, tu n'as pas compté. Je n'ai pas compté. Des groupes de gens qui ont été ignorés dans ta vie. J'ai vraiment une vue étroite, mais je ne veux même pas m'imaginer en fait combien de personnes sont encore occupées. Mais il y a quand même des aspects créatifs dans ça, parce que vous pouvez vous imaginer que personne n'écrit vraiment ce qu'il a fait. Pas du tout pendant le travail comme on s'imaginait, peut-être le créateur s'est imaginé quelque chose du tout. Mais, donc il y a plusieurs approches que j'ai vues chez les collègues qui sont utilisées. Donc là, j'étais vraiment relativement basique. J'avais créé peu à peu en fait une base d'expression pour moi que j'utilisais en fait à mon gré. Recherche bibliographique, préparation du cours tel, etc. Bon, il y a d'autres collègues qui ont fait une base de données électronique
qui ont donc fait clic, CTRL-C, CTRL-V, et qui ont fait beaucoup plus vite que moi. Il y a des laboratoires où ils étaient encore beaucoup plus efficaces, créatifs. Là, ils ont trouvé que en fait, ce travail-là méritait une spécialisation. Donc, ils ont embauché, chargé une personne du laboratoire de faire ce timesheet pour tout le monde. Normalement, on attribue ça à la personne la plus jeune, la moins efficace à la paillasse, celle qui se défend moins bien, etc. Donc, bon, là, bien sûr, une telle personne peut atteindre une certaine routine et de le faire très vite. J'ai même entendu qu'il y a eu un laboratoire que je ne suis pas autorisé de nommer, qui a embauché un informaticien qui crée un programme qui construisait un tel timesheet de façon automatique, avec une base de données d'activités qui variait de façon aléatoire. Donc, vous voyez comment ça marche à peu près. Donc, le timesheet, c'est donc un élément très important de chaque rapport, de chaque de ces 8 rapports par 3 ans. Comme je l'ai dit, on ne s'occupe pas du tout du contenu du travail. C'est pas complètement vrai, c'est presque vrai, mais quand même, il y a une certaine, bon, on peut dire, tentative de faire apparaître un contrôle du travail même. Par contre, le contrôle, par définition, par les besoins, je suppose, des employés au ministère, c'est quelque chose qui pourrait être géré sans comprendre la matière. Parce que de ma connaissance, il n'y a aucun scientifique ou enseignant dans ces équipes qui contrôlent, en fait, qui vérifient si les rapports sont corrects. Donc, bon, un économe, il sait compter quand même. Donc, on a inventé une deuxième chose. Voilà, monitorovací indikátory. Les indicateurs, le rapporteur. Donc, c'est des chiffres qu'on était obligé de donner dans notre définition de la subvention, en fait, dans notre demande de la subvention. Et donc, ce n'est pas nous qui ont librement créé des indicateurs et les définis. Il y a des livres comme ça qui vous expliquent comment marche ces subventions. Et donc, ici, on a affaire quand même avec les universitaires, avec la formation universitaire. Donc, par exemple, comme vous le voyez, l'indicateur numéro 074155, c'est le numéro de personnes soutenues dans notre programme pendant leur début de formation en université. Voilà. Celui-ci, cet indicateur se sous-divise en 074161, c'est la même chose, mais seulement hommes, et 62 femmes. Donc il faut partout sous-diviser, n'est-ce pas? Et nous étions bien sûr naïfs, pensant qu'on aurait probablement à peu près le même nombre d'étudiants masculins et féminins. À la fin, il y avait quand même beaucoup plus d'hommes. Heureusement, notre estimation n'était pas si mauvaise. Ce que je vous montre ici, c'est l'avant-dernier rapport. Donc, il suivait encore un mois. Et je vous dis qu'ici, tout juste, on a quand même atteint la valeur indiquée. Et ici, on a même dépassé. Donc, il y a... Je ne montre pas tout, mais
juste pour vous montrer que ça va quand même, ça continue, n'est-ce pas? Il y a d'autres. Après, il faut dire combien de ces étudiants avaient réussi. Donc ça donne lieu à d'autres indicateurs. Nous étions suffisamment sceptiques en connaissant nos étudiants. Donc, comme vous le voyez, nous avons largement dépassé les indicateurs indiqués. Bon, c'était bien pour nous. C'est un projet sur l'ouverture d'enseignement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recherche, c'est l'enseignement. Ici, c'est effectivement seulement enseignement en biophysique. Je pense à expliquer en partie pourquoi il y a tellement d'administration, parce que bon, si c'est un projet scientifique, espérons-le, il n'y a pas de rapport comme ça, vraiment affreux, complètement débile, c'est un peu mieux, non? J'espère que oui, mes expériences vont dans ce sens, effectivement. Mais bon, quand même, en université, au moins. Parce que je pense que la conclusion de ça, c'est complètement fou. Oui, mais bon, un professeur, souvent, il est là pour la recherche et pour l'enseignement. Si l'enseignement lui prend ce temps fou, donc qu'est-ce qui lui reste pour la recherche, n'est-ce pas? Bon, ce que je voulais seulement dire, oui, donc la matière, est-ce qu'on vérifie vraiment ce qu'on a fait? Je pense pouvoir dire absolument pas. C'était plus ou moins par hasard qu'on a vraiment visé un nombre d'indicateurs à peu près correct. Parce que si vous donnez, en fait, déjà dans la demande un numéro trop bas, on va vous dire, bon, qu'est-ce que vous voulez, ce n'est pas bon votre projet, il faut quelque chose de plus ambitieux, vous n'obtenez pas le financement. Si vous donnez un indicateur trop haut, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Par exemple, juste pour vous montrer, dans notre projet, il y avait d'autres indicateurs à remplir. Par exemple, ici 0,7 41 65, le nombre de personnes qui ont profité, donc soutenues, dans la formation continue, c'est-à-dire les gens, disons, les postdocs. Et là, on s'est un peu trompé, on pensait avoir plus de public dans nos conférences, dans nos nouveaux cours de cette classe de personnes. Et en fait, ici, dans cet indicateur précis, nous sommes restés un petit peu au-dessous de la valeur indiquée. Donc, naïvement, comme je suis, dans le rapport final, j'ai écrit, bon, notre projet était une totale réussite, nous avons vraiment introduit les cours que nous avons voulu, nous pensons avoir pu enthousiasmer un grand nombre d'étudiants, et voilà, les indicateurs sont presque tous largement dépassés, sauf celui-là où j'ai admis que nous sommes un peu trompés dans nos attentes et qu'on est légèrement au-dessous du seuil indiqué. Ça a passé la première couche de contrôle dont j'ai parlé, ça a été envoyé à Prague, et là, le premier contrôleur, il m'a écrit une lettre vraiment très catégorique, me laissant savoir que si on reste, c'était 20% de la valeur nous restait en fait, on est moins 20% de la valeur indiquée. Ça veut dire que, M. Kozerka, vous serez obligé de rembourser, bon, c'était des centaines de milliers de couronnes qu'on aurait dû rembourser, parce que là, je ne peux pas vous dire. Probablement pas, je pense que c'est pour ça que l'université se protège tellement bien en embauchant au coût payé par les contribuables des contrôleurs supplémentaires qui protègent l'université de ce danger. Mais là, ça ne rigole pas, le
contrôleur nous a laissé savoir, écoutez, débrouillez-vous, il faut que les indicateurs soient corrects. Donc on a dû demander quelques collègues qui nous signent des listes de participation sur quelques séminaires qu'on pouvait donc arriver exactement à la valeur de 40. Donc c'est un triche. C'est la triche qu'on peut difficilement prouver quelque part. Voilà. Donc on est obligé de tricher. Voilà. Je pense avec ce... oui, c'est tout ce que je voulais dire pour ce rapport pour ce projet européen. Juste pour finir, actuellement, je travaille donc sur un projet de recherche cette fois-ci, financé par la Grant Agency of the Czech Republic, GACHE. Une subvention de la même envergure, à peu près 15 millions de couronnes pour 3 ans, que je partage avec quelques collègues de l'Institut de chimie à l'Université Masaryk. Ça marche très bien. Et là, on écrit 3 rapports à la fin de chaque année. Ce qui me paraissait en fait l'optimum qu'on puisse atteindre. Maintenant, comme épilogue, je vous fais seulement part d'une brève conversation que j'ai eue il y a 3 semaines avec un ami tchèque qui est professeur de chimie aux États-Unis, à l'université de Northern Illinois, 200 km de Chicago, un électrochimiste. Et donc, comme c'est un ami de jeunesse, qui est rentré en fait comme visiting professor à Brno pour cette année, donc j'ai eu le plaisir de lui parler. Et bon, à la fin de cette soirée, je lui ai demandé, mais écoute, peut-être juste une chose, je suis en train de réfléchir ce que je vais raconter au centre tchèque sur la recherche, sur la subvention. Donc là, j'ai 3 cas à raconter, mais toi, tu as eu quand même souvent des subventions de cette envergure, non? 3 ans. Ah oui, c'est même la période typique, j'en ai eu peut-être une dizaine, oui. C'est quels organismes? Bon, surtout la National Science Foundation. Bon. Et alors, combien de rapports vous écrivez pendant 3 ans? Combien de rapports? Nous écrivons le rapport final, c'est tout. Bon. Comment est-ce qu'on... bon, il n'y a pas de tricheurs, de gens qui profitent de ce manque de contrôle? Comment ils peuvent profiter? À la fin de la période de 3 ans, ils sont décomposés très sérieusement, non pas par des économes ou des avocats ou des gestionnaires, mais par des scientifiques qui écrivent des rapports et qui peuvent être très stricts. Et là, ça ne rigole pas, il n'y a pas de vidéo-verbalisé ni pour des achats de machines. Mais si un scientifique voit que vous avez acheté une machine qui ne convient pas de façon optimale à ce que vous avez déclaré de faire, il peut vous le reprocher de façon très sérieuse. Et là, vous êtes vraiment mal parti. Et là, vous pouvez vraiment être obligé de rembourser. Et après une telle affaire, vous êtes cuit. Personne ne le fait, on ne triche pas dans ces conditions. Voilà. En fait, je suis désolé, j'ai dit au début que je ne conclurais pas. Bon, maintenant, après cette conversation avec mon ami américain, je ne pouvais pas m'empêcher. Bon, je m'arrête là. J'espère que vous entendrez des choses plus optimistes de mon collègue. Merci. Ça mérite quand même beaucoup de questions, beaucoup de... Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous voulez discuter, on pourrait discuter peut-être après l'exposé de Martin, ou si vous préférez discuter tout de suite de ce que j'ai dit. Après. Ah, vous avez conçu ça comme des exposés plutôt, donc je pensais que ça va être plutôt une discussion. Ok. Après. Prenez le micro. Et bon, si tu veux, à ce point ici, si tu as des questions, je propose que tu les poses de suite. Ok. J'attends, tu n'as pas de question? Pardon, non,
j'ai mon ordinateur au cas où on a une question. Ok. Moi, j'ai pensé à ce moment-là, ce sera plutôt une réflexion pour les scientifiques qui vivent à l'intérieur et des gens de l'extérieur de la science. Donc, comme Jirka a dit, il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui dans le PC de la recherche européenne. Donc, moi, je me sens trop jeune pour dire qu'avant, c'était bien, c'était mieux. Mais une chose qui est claire, c'était dans ce qui était présenté, il y a 15 ans, il y a 20 ans, à mes connaissances, il y avait très peu de financement par projet en Europe. En France, il y a aujourd'hui une agence qui gère les subventions, l'ANR, l'Agence nationale de recherche, mais elle a été fondée en 2005. 2005, ça fait 10 ans qu'elle fonctionne. Avant, il n'y en avait pas. Je pense qu'en République tchèque, c'est un peu plus vieux, c'est le mode de fonctionnement par le projet. Le GATCHE, ça existe plus longtemps, mais du vieux temps, il n'y en avait pas. Alors, le vieux temps en Europe, c'était que, ce que je crois, je pense, le vieux temps en Europe, c'était que, bon, en Europe, on est chercheur, on est employé typiquement des universités ou des institutions de recherche, donc des organismes publics. On travaille, il y a des argents qui arrivent non pas pour nos salaires, mais par exemple pour aller à une conférence, pour acheter un nouveau ordinateur, acheter un ordinateur plus puissant, acheter un équipement pour je sais pas, un microscope, quelque chose d'important dans notre domaine. Et à mes connaissances, ça arrivait par des tuyaux comme ça, un peu organisés par des organismes, et non pas par les agences ou les organismes comme l'ANR. Donc pour moi, notre première histoire, c'est qu'on était tout au début. Bon, c'est pour ça que c'est une catastrophe. Si on essaie pour la première fois de monter. Alors que les anglo-saxons, à mes connaissances, là, c'est comme ton dernier exemple, là, c'est organisé depuis beaucoup plus longtemps de cette façon-là. On demande, on fait un projet spécifique. Ce projet spécifique, typiquement un projet de recherche, est évalué par d'autres chercheurs. S'il passe, il est financé et il est à la fin à nouveau évalué par des chercheurs. Donc ça typiquement élimine la bureaucratie que tu as montré. C'est un peu ma vision des choses. Donc voilà, je me suis préparé avec quelques histoires propres à moi que je pense que je peux vous passer de façon fiable. Et je veux juste dire que bon, Jirka, tu travailles en chimie, c'est ça? Moi, je suis mathématicien. Alors déjà une grande différence, un mathématicien, il a besoin de rien. Il a besoin d'un stylo, d'un papier. Bon, s'il y a un vidéoprojecteur, un ordinateur, c'est mieux, mais bon, on peut toujours faire un exposé au tableau avec craie, ça va aussi. Donc ça fait déjà une grande différence entre nous et typiquement les domaines, tout autre domaine. En fait. Donc nos demandes des subventions, ça concerne voilà, 2000 € pour j'arrive. Pour l'équipement, c'est typiquement ça, c'est un portable 2000 €. Ensuite, bon, pour aller à les conférences, il y a les frais, donc il faut payer des avions, frais d'inscription, donc c'est une partie. Et ce qui est de plus en plus là aujourd'hui, c'est comme ça, hein. C'est ce que tu as dit aussi. Ta première expérience, c'était embaucher un étudiant. Donc aujourd'hui, la plupart des subventions, bon, vous entendez des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros, ça ne veut pas dire que voilà, nous devenons riches ou que nous pouvons nous acheter des appareils de super qualité, c'est tout simplement qu'on prendra un étudiant en thèse et on va payer toutes les charges, tout ce que tu as mentionné, un postdoc, et c'est pour ça que l'argent est utilisé. Alors, j'en ai aussi fait 3 petites histoires. Alors, ma première histoire, j'arrive en France en 2002, c'est jeune à l'époque. Il n'y a pas encore ANR, donc la recherche en France n'est pas financée par projet, mais pourtant il y avait déjà en place quelque chose qui rassemble un peu. C'était le GDR, je ne sais pas si cette terminologie vous dit quelque chose, groupement des recherches, c'est quelque chose interne au CNRS,
Et c'est un tuyau, comment filer un peu d'argent. On le file à un petit comité, c'est le comité qui décide qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent. Donc, typiquement, ces comités-là publient un petit appel d'offres et les gens proches vont appliquer et ensuite on va évaluer les applications. On va évaluer les applications, ça veut dire le petit comité, 5 chercheurs. Évaluer les applications, ça veut dire prendre 2 feuilles A4 avec des équations mathématiques, regarder est-ce que ça va, ça va pas, et ils vont dire, bon voilà, on y met une petite partie de cette somme-là. Donc ça c'était le GDR, avec voilà, 5 ou 10 personnes scientifiques qui alors d'abord reçoivent les demandes, et un peu comme tu as dit, une fois dans l'année, nous les chercheurs, et là ça veut faire un rapport. Un rapport c'était un niveau 2 pages maximum. Typiquement la liste de publications qu'on a fait, c'était évalué par ces 5 ou 10 chercheurs dans le comité. Si tout va bien, on prolonge quelque chose. Alors voilà, c'est ma première expérience, je trouve très différente de la tienne, positif, très positif, parce que moi c'est comme ça que ça doit aller. Il n'y a presque pas d'administration, il n'y a personne qui, voilà, on te parle de juristes, des gens à l'université qui préparent ceci et cela. Donc là, c'était très bien. Il faut dire qu'il y avait très peu d'argent, il y avait 0 pour embaucher quelqu'un. Même pas un stagiaire, même pas quelqu'un pour faire des études doctorales, pas postdoc. C'était très peu d'argent, c'était pour voyager un peu à une conférence en Europe plutôt, parce que aux États-Unis c'est plus cher. Donc très peu d'argent, mais moi je trouvais que c'était finalement très bien, et finalement le meilleur que j'ai pu voir jusque-là, par son efficacité. C'est très efficace. Hein. On a tous des très bons souvenirs parce que malheureusement ça ne marchait plus. Ces systèmes de financement, au moins en mathématiques, ça s'était arrêté. C'était pas comme arrêter, c'était diminué, de sorte que là aujourd'hui, je sais pas, nous avons 1000 € pour une vingtaine de chercheurs. Donc, une fois, on peut tous aller à Paris regarder un exposé. Donc, mon première expérience était très positive, il était comme ça, et je crois jusque-là que c'est comme ça que ça doit marcher. Il y a aussi des points négatifs, ça je pense c'est partout. Le point négatif, c'est le pourquoi, c'est l'argument des gens qui disent qu'il faut arrêter ce type de financement interne. Bon, ça fait des structures. Vous êtes dans la structure, vous êtes content, ça va très bien, vous connaissez les gens qui décident. Là vous avez un petit morceau de gâteau. Vous êtes à l'extérieur, c'est moins bien, comment vous trouvez l'argent. Je pense que c'est l'argument typique de plein de gens pour créer ces autres financements de la recherche, financement par les agences spécialisées, typiquement comme l'ANR, ou au niveau européen, le European Research Council. Je vois qu'il y a une partie qui est raisonnable de cet argument. C'est voilà, une condition même pour tout le monde pour candidater. Ça c'est le positif, le négatif, j'ai un peu déjà exprimé, peut-être beaucoup de fois. Quoi que vous essayez, il y aura des gens qui vont travailler là-dessus, qui vont créer le formulaire, le site web, qui vont surveiller qu'il y a des argents qui arrivent, les juristes qui vont préparer les conventions, il faut embaucher les gens pour faire les rapports, pour évaluer, bon, ça fait des machineries, ça prend du temps, ça fait des... Voilà, ça prend des ressources de tout le monde. Ça marche comme ça aux États-Unis, ça marche comme ça dans les pays anglophones depuis longtemps. Et aujourd'hui, à mes connaissances, c'est comme ça que ça marche dans toute l'Europe aussi. Donc là, je commence à toucher mon deuxième point, c'est alors le projet ANR. Donc voilà, le financement interne n'existant plus, le GDR, qui sont maintenant une espèce disparue. Alors on a dû passer, nous, mathématiciens, aux ANR. Donc je comptais, je participais à 4 ANR. J'ai bien choisi ce mot-là, c'était la bonne façon pour moi. Je n'étais jamais le porteur du projet. Je n'étais jamais dans la situation qu'il n'y a pas écrit le manager. Donc, ça c'est encore, ça va, hein. On vous demande de donner des éléments de votre CV, et surtout la liste de publications, un argument fort, et on vous
vraiment de contribuer à la création de la proposition, donc contribuer à ce qu'on propose pour la science, c'est bon. Donc ça c'est typiquement des choses qui, au moins moi personnellement, ça vous plaît, ça va. On a mieux à faire, mais bon, je trouve que c'est encore raisonnable. C'est pas de remplir des tableaux monstrueux qu'il n'y a qu'à montrer. Donc voilà, après il y a toujours incertitude, est-ce que ça va marcher ou pas? C'est très différent aussi de la première case. Le GD, on n'avait pas certitude, mais quand même, on a un bon espoir que ça va marcher. Ça marchait l'année dernière, à peu près tous les gens qui sont les mêmes, on a bien travaillé, donc on a l'espoir que ça marche. Les AMR, c'est complètement différent. Alors, je pense qu'il y a 20% à peu près de taux de succès, donc vous avez une chance 1 sur 5 que votre projet va marcher. Si ça va bien, vous avez, il faut l'argent, en France c'est jamais le salaire. En France, on peut avoir une dizaine de subventions, le salaire est toujours le même. Je pense que c'est différent pareil en République tchèque. Là, il y a une partie des subventions qu'on peut utiliser pour gonfler un peu son salaire. Donc déjà une grande différence, à mon avis, entre la France et la République tchèque. Et plein d'autres pays, typiquement les États-Unis aussi. Les États-Unis, à ma connaissance, c'est une des sources importantes pour les chercheurs, les subventions. D'où aussi la motivation des systèmes comme ça. Je pense pas. Donc voilà, vous n'avez pas de salaire en France, mais aujourd'hui, c'est à peu près le seul moyen d'avoir un peu d'argent pour faire des choses, j'ai déjà mentionné, importantes. S'acheter une nouvelle machine, si l'ancienne ne marche plus, et vous n'avez pas aujourd'hui, c'est la situation, j'exagère un tout petit peu, mais c'est presque le cas. Si vous avez une ANR, c'est bon, vous pouvez vous acheter une nouvelle machine. Il faut bien penser quand un ANR arrive à l'échéance de s'acheter une machine, parce qu'après, quand vous êtes sans ANR, c'est pas évident de trouver des sous pour un nouveau ordinateur. Et c'est presque pareil pour le mathématicien le plus important, participation aux conférences. Nous, on n'achète pas autre chose que la machine. L'important pour nous, c'est faire de la non-recherche et présenter dans le monde. Présenter dans le monde, il faut acheter un billet d'avion, payer des frais d'inscription, aller quelque part. Pour ça, il faut avoir un peu de sous. Donc là, ça arrive jusqu'au où j'ai plein de collègues qui me disent oui, je serais ravi de venir à telle et telle conférence, mais voilà, je parlais de l'ANR cette année, je n'ai pas de catcher, je n'ai rien, donc voilà, je ne peux pas. Donc c'est devenu vraiment compétitif, c'est comme ça, plein de... Je pense que le pourquoi c'était mis en œuvre, c'est ça, un peu, voilà, mettre les gens en compétition, de les exciter, par projet, mais ok, c'est bon, j'aurai des sous l'an prochain, donc voilà, moi j'essaie de faire assez court, je pense qu'il faut qu'on discute ensuite, qu'on se parle, donc je vous fais part de ma troisième expérience qui gonfle à nouveau l'échelle, c'est l'échelle Europe. Donc là je rejoins ton deuxième point. Alors, ça fait un niveau pas trop longtemps que l'Europe a décidé de mettre à disposition des financements inédits jusque-là. Ça s'appelle le European Research Council. C'est Twitter qui s'en occupe. Et il y a des subventions pour toute l'Europe. Hein. On a parlé de Gatcher, c'est Tchéquie. On a parlé des ANR, c'est France. Donc, vous travaillez en France, vous appliquez pour une ANR. Ça, c'est l'Europe. Vous êtes quelque part dans l'Europe, y compris les pays associés, qui ne sont pas dans l'Europe même. Il y avait la Suisse, mais elle est partie il y a un an. Il y a Israël, il y a des pays un peu voilà, qui ne sont pas l'Union européenne. Donc, je pense que ce sont 28, quelque chose comme ça. Tous ces pays-là contribuent dans un budget. Ce budget, ça fait le budget de l'ERC. L'ERC, une fois dans l'année ou une fois dans 2 ans, à peu près, va faire un appel à un projet auquel alors vous pouvez candidater, vous faites une application au moment où vous pensez que vous avez le niveau et vous avez, je commence à rejoindre ce que tu as dit dans ton deuxième point, vous avez la persévérance à appliquer.
moi je me suis dit, hop, j'essaye. Je vous dis, il y a quelques années, mon premier essai, c'est complètement un échec absolu. Mais j'ai déjà appris une chose, j'ai appris que le guide qui vous donne sur le site web, comment appliquer, quoi faut-il faire, tout ça. Bon, ce n'est pas une phrase qui me dit mon collègue en 2002 quand j'ai appliqué pour un petit morceau des subventions GDR. C'est pas 2 pages d'ANR qui vous disent comment faire pour un ANR. Pour l'Europe, c'était 68 pages de guide comment appliquer. Ouais, c'est un peu ce que tu as montré sur tes tableaux. Ça devient un monstre. Hein. Ça, c'est un côté. Côté positif, bon, tout est expliqué, tout est décrit. Les personnes qui ont créé ont essayé à penser à tout. Alors, typiquement, pour faire fair play, vous êtes par catégorie. La catégorie, c'est le nombre d'années que vous avez parcouru dans la recherche après la soutenance de votre thèse. Et si, peu importe, femme ou homme, un enfant, en charge, bon, ça fait 2 ans de plus, bon, il y a les partout, c'est pour ça que c'est tellement structuré. Bon, bref, 68 pages, bon, voilà, on va lire. Moi, j'ai lu, peut-être que j'ai pas tout le monde qui lit, mais moi, j'ai lu sur 68 pages. Et alors, hop, je me suis lancé dans la demande. Bon, ça me reste quelques points de stratégie pour ton premier projet, parce que bon, j'étais tout seul, j'avais ce guide-là qui expliquait beaucoup de choses, mais je n'avais pas d'autre expérience. Les services universitaires, à l'époque j'étais à Paris 6, l'université Pierre-Marie Curie, quelque part ici, ils n'étaient pas forcément prêts à ce type de demande. Donc il a fallu faire des budgets. Finalement, c'est moi, je me suis retrouvé à aller voir les secrétaires dans la tour centrale pour me dire combien ça coûte un étudiant en thèse, est-ce qu'il faut prendre les charges en compte ou pas. Donc c'était ce niveau-là, c'était aussi au niveau général, une application, un projet assez compétitif. Donc est-ce qu'il vaut mieux de faire les choses comme ça ou comme ça? Est-ce que c'est plus... finalement, c'est toute une science de faire une proposition. Ça, je parle là rétroactivement avec une expérience acquise plus tard. Si vous n'avez pas cette expérience, c'est difficile d'avoir un succès. Donc, ça c'était mon premier projet européen, c'était un échec absolu. Donc, voilà, il y a 2 ans et demi, voilà, je prends la décision de réessayer. Entre-temps, j'ai changé de place. Alors, je suis l'Université Pierre-Marie Curie. Maintenant, je suis à INRIA. INRIA, c'est une institution de recherche. C'est quelque chose comme le CNRS, spécialisé en mathématiques et informatique. C'est réputé pour avoir une bonne administration. Donc, faire l'inverse, c'est ta première expérience. J'arrive là, je suis assez neuf, j'ai cette idée-là de faire une candidature projet européen. J'ai déjà une expérience parce que j'ai tenté déjà une fois, j'ai pas réussi. Donc je compte reprendre ce que j'avais, continuer de travailler là-dessus. Et je présente cette idée à la direction. J'en parle autour de moi, il faut que j'ai des papiers signés. Et c'est la direction d'INRIA qui m'arrête. Je n'ai pas trop longtemps. Pas trop bien respiré à ce moment, mais bon, ils m'ont dit un peu, bon, pas la peine que tu soumets ce projet-là, ça ne va pas réussir. Donc, toujours, je parle rétroactivement, qu'est-ce que c'est que ça, le pourquoi. Bon, le pourquoi, c'est que là, je viens de passer 1 an à préparer à nouveau le projet européen. Bon, bien entendu, 1 an, c'est pas un travail entier. C'est peu à peu, et on prend élément par élément. On trouve que, bon, comme ces projets opérants sont depuis 10 ans, il y a des gens qui ont l'expérience depuis 10 ans, il y en a même qui sont devenus sorte de managers pour la soumission des projets, donc qui maîtrisent non seulement les 68 pages de guide, mais ce qui
qui est derrière, ce qui n'est pas écrit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que voilà, ça ait un bon impact, voilà, pour qu'on utilise bien son espace, parce qu'il y a uniquement 15 pages, donc il faut tout remplir. Donc voilà, et alors j'ai mis 1 an, pas un travail plein, mais je crois, une dizaine d'interviews avec différents collègues qui ont regardé le dossier, qui ont dit c'est ça, il faut faire comme ça. Et là, je ne compte pas mes collègues scientifiques qui ont eux-mêmes regardé le cœur de l'affaire, c'est-à-dire les équations. Parce que les équations, c'est important, les équations ne changent pas. Première soumission, le deuxième que je voulais faire, que je n'ai pas fait, le troisième, les équations sont toujours les mêmes. Les mathématiques, le cœur de l'affaire, je ne change pas. On a travaillé tout autour. Bon voilà, alors là je travaille 1 an, j'ai soumis mon projet, et bon, ça fait 2 mois, j'ai eu une bonne nouvelle pour voir ça marchait. Donc voilà, j'ai maintenant ces projets-là, et je me retrouve dans une situation complètement inverse, parce que j'ai beaucoup trop d'argent. Et alors, la question devient, qu'est-ce que je vais faire avec tous ces argents-là? Vous savez, je gère un peu, j'ai une idée, mais donc voilà, passant par des tuyaux petits qui ont été mis en place pendant une expérience longue, des années, un air qui se forme jusqu'à une bombe qui fait maintenant c'est des trucs lourds, grands, mais bon, d'autre côté, je trouve, je ne veux pas dire des mal de ces projets européens. Finalement, il n'y avait pas de tableaux que tu remplir, il n'y avait pas de numéro de tâches, il y avait la science, la bonne forme de la science, que ça parle bien, et il y avait surtout une évaluation que je trouvais complètement correcte. Il y avait 6 rapports, chaque rapport à peu près 1 page. Donc, ça veut dire qu'il y a 6 scientifiques qui ont lu ce projet-là. 15 pages première partie, non, c'est 15 pages l'essentiel. 15 pages, c'est déjà beaucoup, qu'ils ont lu, qu'ils ont évalué. Donc, ça, voilà. C'est une mode opératoire qui coûte des moyens, infrastructure, qui essaye de faire le mieux. Maintenant, je pense pour nous, ici, parce que je me retrouvais, voilà, on n'a pas d'expérience. Discuter et voir qu'est-ce que nos amis et qu'est-ce que va bien, qu'est-ce qui va pas bien. Tu vas parler public, mais je pense que... Est-ce que vous êtes scientifique là, dans l'Alliance ou pas du tout? Un tout petit peu. Un tout petit peu, ça veut dire? Ça veut dire que j'ai fait 4 années d'études à la faculté d'Orsay jusqu'à une maîtrise. Et après j'ai basculé en école d'ingénieur à Strasbourg, à l'école nationale supérieure des arts et de l'industrie de Strasbourg, pour faire 2 années supplémentaires en matériaux mécaniques. Mais là-dessus, en fait, c'est parce que je ne voulais pas être scientifique. J'ai basculé à un moment, après 4 ans d'années d'études, parce que j'avais eu un petit peu d'expérience avec le monde scientifique en faisant des stages à la faculté d'Orsay. Et j'ai trouvé qu'il y avait une bureaucratie qui était extrêmement lourde. C'était une usine à gaz. J'ai pris peur un peu de tout ça. Et j'ai voulu que ce soit un peu plus pragmatique et plus ancré dans l'industrie. Mais après, chacun a choisi sa voie en fait dans sa vie. On a besoin de toutes les, les orientations de chacun. C'est-à-dire, il y a des personnes qui font en fait de la recherche, parce qu'en fait, chaque pas, ça permet en fait de développer après différents concepts et d'amener à faire des processeurs, etc., qui ont leur utilité dans nos smartphones, par exemple. Je donne un exemple concret, mais
choisi en fait une voie différente et dans l'industrie parce que je voulais en fait être plus proche en fait d'un produit que l'on fabrique. Donc c'est quelque chose de différent. Oh, Après, tu veux, parce qu'on peut échanger. ouais, je veux juste te dire que, à mon avis, les deux sont importants. Oui, ah non, mais c'est ce que j'ai dit. Hein. Ouais, mais C'est c'est ce que j'ai important. dit. Je veux juste réagir sur ce que tu as dit, et ça je suis complètement d'accord. Malheureusement, je trouve que c'est beaucoup le cas en France, c'est l'infrastructure, aux universités surtout, c'est une aussi, c'est très sous-administré, il y a peu de gens, et c'est vraiment très inefficace. Et toujours c'est super dommage, parce que on mettait un peu plus des gens, on les paye un peu mieux, on les donne de meilleures conditions, ils vont travailler mieux. Déjà, l'IRIA, c'est vraiment, ça fait moi j'ai cette expérience-là, c'est noir et blanc. Ça marche 1000 fois mieux parce que, bon, il y a des gens qui ont savoir-faire à l'université, on embauche un secrétaire et elle cherche notre boulot dans 2 ans et elle repart parce qu'elle a trouvé un peu mieux. Donc, là, il n'y a pas d'expérience, elle est toute seule pour des grandes... J'aime bien des choses concrètes. Alors, en Allemagne, à ma connaissance, un professeur avec un bon poste, il a un ou une secrétaire à côté de lui. En France, au moins dans le laboratoire où j'étais, c'était 60 scientifiques, 2 secrétaires. Alors, vous pouvez compter. Tchéquie, c'est pareil, parce que c'est toi qui as fait comme nous. Bon, j'ajouterais quelque chose quand même. Le directeur du laboratoire où je travaille, donc il devrait remplacer bientôt sa secrétaire. C'est toujours un calvaire pour le directeur, parce que souvent le remplacement ne se fait pas tout de suite. Donc il existe des périodes où un directeur de laboratoire travaille sans secrétaire. Et de plus, il ne peut pas choisir sa secrétaire. Le directeur du laboratoire ne peut même pas choisir sa femme de ménage. Ça, c'est très sérieux, ça revient dans le criticisme de la bureaucratie. J'ai 2 comparaisons à faire. Donc, le remplacement de la secrétaire, en fait, de la secrétaire principale du laboratoire de mon directeur actuel au CNRS. Si je me souviens, quand j'étais postdoc au MIT, mon professeur avait une super secrétaire qui, à l'époque, devait écrire des publications encore, parce qu'il n'y avait pas des ordinateurs puissants comme aujourd'hui. Donc en fait, lui, il dictait des lettres, il dictait même des publications, et la secrétaire devait comprendre parfaitement les formules chimiques, prononcer, les écrire en formule correcte. Cette secrétaire, à la fin, il avait une tellement bonne secrétaire qu'elle avait trouvé finalement un meilleur poste, je pense à la présidence, à Washington. Donc elle est partie. Lui, avant d'embaucher une autre, il avait pris 3 secrétaires. Il avait le choix. Il avait le choix, il pouvait faire, en fait. Il avait son problème. En fait, c'était son problème de choisir sa secrétaire. C'était en quelle année? Excusez-moi. Ça, c'était en 1985. Mais je dirais que c'est encore le cas. Je parie qu'il a toujours cette liberté. Ici à Paris, il me revient une histoire assez grotesque où il y avait une femme de ménage qui est partie en congé de maternité. Et à la fin, en fait, elle est partie complètement. Et on a eu pendant quelques semaines un remplaçant. Un garçon extrêmement gentil et travailleur qui nous a nettoyé toutes les portes que la femme de ménage d'avant ne touchait pas parce que ce n'était pas dans son procédé explicite. Donc, il a vraiment tout d'un coup, toutes les portes, tout brillait dans le laboratoire. Donc, on était en
enthousiaste, on était très content. Mais il n'était pas possible de le garder. Parce que ça n'existe pas, le choix libre de... Ça c'est centralisé, le personnel de ménage, il est attribué centralement. Tout de même, mon professeur de l'époque, il avait quand même des ficelles à tirer, donc il a essayé d'obtenir quand même l'attribution de cette personne concrète à notre laboratoire. Le problème était que ce petit garçon, il n'avait pas son diplôme ça s'appelle homme de ménage, mais ça s'appelle technicien de surface, n'est-ce pas? Donc je ne sais pas si vous savez ça, les techniciens de surface, ils obtiennent leur, en fait, en fait, leur embauche sur concours, et c'est un examen. Et ce garçon-là, il était psychiquement un peu faible, donc il tremblait chaque fois qu'il s'agissait de quelque chose qui ressemblait seulement à un examen. Et il a raté. Donc on l'a envoyé, on disait, bon, si tu veux qu'on t'attribue à notre laboratoire, il faut passer ce concours. Donc il est allé au concours et il n'a pas réussi. Donc après, comment? On leur demande quoi aussi? Doucement, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait, Martial? C'est dingue, on te veut ici et tu rates ton concours, mais tu es nul quand même. Et il a dit, mais tu sais, on me demandait quelle était la différence entre le produit pour le carrelage du sol et le carrelage de parois. Je ne savais pas. Vous savez la différence entre le produit de nettoyage pour le sol et pour le laboratoire? Moi non plus. Pour nous, au moins au laboratoire, ce qui est important, que ça soit nettoyé. Si c'est par le savon ou par l'eau, en fait, la personne doit quand même vouloir travailler et le faire, n'est-ce pas? Bon, ça n'apparaît pas dans le concours, bien sûr. Donc, voilà. Donc, il a raté son cours et on ne l'a pas eu. Donc, juste pour dire... non, ça ne m'étonne pas trop. Il faut un docteur en chimie pour faire le nettoyage bientôt. Non. Mais là-dessus, je reviens un peu sur mon expérience à la faculté d'Orsay. C'est vrai qu'en termes de subventions, je me souviens qu'ils étaient toujours à la recherche de moyens et c'était un stress assez important. Encore que je pense que le stress à l'époque il n'était pas aussi important que maintenant. Je pense qu'il y a eu une évolution aussi. Ça c'est sûr, je dis à ALR ça n'existait pas il y a 10 ans. Ouais. Et là-dessus, est-ce que c'est dû aussi au fait qu'il y a eu une concurrence entre les différents laboratoires et donc à la mondialisation qui a fait que en fait, est-ce que là-dessus les résultats étaient surveillés beaucoup plus de façon plus importante, donc les moyens là-dessus étaient surveillés aussi. Je vais reformuler peut-être un peu mieux ma question, c'est que en fait, par du fait qu'il y ait une mondialisation plus accrue. Comment? La mondialisation, c'est de quoi? Plus accrue, qui était plus importante. Est-ce que en fait ça a mis en concurrence les différents laboratoires de par le monde? Et est-ce que en fait là-dessus il y a eu en fait un processus pour définir les moyens, pour justifier, évaluer en fait les différents budgets qui étaient peut-être plus stricts, non? Bon, moi personnellement je ne pense pas que la mondialisation a tellement
cru pendant les 20 ans, là, en fait, la connexion entre les scientifiques, je pense, existait déjà il y a 20 ans. Alors là, je ne vois pas de différence. Donc la concurrence... Par exemple, moi je travaille dans le secteur automobile et là-dessus, il y a eu un changement, un bouleversement extrêmement important. J'ai commencé en 98 dans le secteur automobile et en 98, c'était le début de Internet, en tout cas pour le monde automobile, bien sûr. Et on travaillait encore avec des fax, on avait des secrétaires, il y avait des responsables de service qui avaient des secrétaires qui leur tapaient leur mail, enfin leur mail entre guillemets, parce que c'était en fait des interfaces qui ne ressemblaient pas en fait aux emails actuels. Et les différents services avaient des moyens plus importants. Et après, petit à petit, entre les années 2000 et l'année 2010, ça s'est réduit de façon très importante. Avant, on pouvait faire des déplacements on avait des budgets assez importants pour faire des déplacements. Là, on est cantonné en fait à nos bureaux et on fait tout en live meeting. Et puis même pour les moyens, par exemple, tout ce qui est parce que nous, par exemple, on doit faire des validations sur des produits et on avait en fait des installations aussi au niveau de la mécanique pour éprouver en fait nos pièces, par exemple en tôle ou en plastique. Et là-dessus, les demandes de budget toute la paperasserie a augmenté de façon très importante. C'est-à-dire qu'il fallait remplir de plus en plus de documents pour justifier en fait les différents essais. Et après, on nous a demandé aussi de venir parce qu'on a eu des réductions de budget. Voilà, ça on peut trouver en fait un parallèle avec que je suis arrivé seulement à 19h45, donc je n'ai pas suivi forcément tout le débat. Alors on discute. Voilà, je pense pas pour ce que tu as dit, la mondialisation. Je suis d'accord avec toi, il y a un gros changement depuis Internet aujourd'hui. Alors, très concrètement, dans notre domaine, où notre produit mathématicien, c'est une publication. Le produit, c'est une publication. Le vieux temps, voilà, on peut dire, c'est la secrétaire qui aura écrit. Ensuite, on envoie par poste. Si on veut publier dans un journal aux États-Unis, finalement, c'est le bateau qui transporte le courrier. Bon, ça prend un certain temps, il faut être évalué, retour. Aujourd'hui, tout va par Internet. Donc, c'est la soumission en ligne. Là, vous avez accusé de réception dans 3 minutes. Et on peut essayer 3 mois. Dans 3 mois, normalement, vous avez le retour. Donc, un rapport d'un autre scientifique qui dit est-ce que c'est un bon résultat ou pas. Si tout va bien, dans quelques mois, le résultat est publié en ligne. Et après, tout le monde, vraiment tout le monde, dans le monde qui a Internet, peut aller en ligne, télécharger votre résultat. Donc ça, je pense que c'est quand même une chose qui a beaucoup évolué et qui, bon, peut-être indirectement, met comme tu as aussi un peu mentionné, de la pression ou des concurrences, parce que, bon, là, c'est une espèce de 3 mois, on peut avoir des résultats qui sont faits, qui sont publiés, alors que vous croyez que c'était vous qui travaillez là-dessus, vous avez ça sous contrôle, et bon, ça peut très bien changer très rapidement. Donc, dans ce sens-là, je pense que la mondialisation, ça existe quand même. Bon, je suis d'accord, je n'ai pas pensé à cet aspect-là. Oui, le mot-clé pression, oui, je peux ajouter une expérience personnelle. Comme une de mes spécialisations, c'est la modélisation moléculaire, donc simulation de structures moléculaires, du comportement des particules à l'ordinateur. Donc, quand j'ai commencé
c'était quand j'étais postdoc aux États-Unis. Bon, un tel programme de simulation durait 4h30. C'était très convenable parce que je travaillais. J'ai soumis donc ce calcul-là. J'ai appelé mon collègue du secteur biologie, du département de biologie d'en face, et on est allé jouer au tennis pendant 4 heures. Quand je suis rentré, j'avais le résultat. Aujourd'hui, le même cas. Bon, et en plus, donc c'était quelques ordinateurs, en fait une série d'ordinateurs qui faisaient ce travail, c'était à peu près 6 ordinateurs d'une taille d'un grand réfrigérateur. Aujourd'hui, un portable fait ce même travail en 5 minutes, donc je n'ai même pas le temps de boire le café, donc comment ne pas vivre avec stress. Voilà. Je pense plutôt 100 secondes parce que... 100 secondes, c'est pareil. Si vous voulez, on peut peut-être continuer autour d'une bière et échanger d'une manière moins formelle, direct. D'accord? Vous êtes d'accord? Sans internet. Voilà. Bon, allez. Merci beaucoup en tout cas.